Allez, rebonjour à toutes et tous. Vous avez votre casque normalement pour pouvoir nous entendre correctement, puisqu'on est en mode silent room pour que ce soit plus confortable pour vous. On va parler de digitalisation pour cette deuxième conférence de l'après-midi. On a choisi ce thème parce que c'est vrai que le tourisme est sans doute l'un des secteurs les plus digitalisés en matière d'avis, de conseils, d'organisation, de réservation en tout genre. Internet s'est imposé partout et on rappelle évidemment que le tourisme est le premier secteur du e-commerce en France. Et pourtant, dans ce contexte justement ultra digitalisé, les agences de voyage ont été et sont toujours pointées du doigt pour leur retard numérique. Alors, où en sont-elles aujourd'hui? Quelles stratégies digitales ont-elles mis en place? Quel chemin leur reste-t-il à parcourir? Est-ce que l'intelligence artificielle va changer quelque chose pour elles? Pour répondre à ces questions, on a le plaisir d'accueillir Anne Roberts, qui est sur ma gauche en vert. Anne Roberts, qui est directrice générale de Green Tripper. C'est un outil qui permet de calculer l'empreinte carbone d'un voyage, de comparer l'impact des différents moyens de transport et qui propose des services sur mesure aux professionnels du tourisme. On parlera de Green Tripper, Anne, avec Natacha à vos côtés. On parlera de Green Tripper parce que vous faites partie d'un programme Amadeus qui s'appelle Travel for Impact, qui est à la fois un programme qui permet aux agences et à certaines sociétés de renforcer justement leur volonté d'aller sur le durable, mais aussi il y a une double utilité, c'est que ça permet aussi de digitaliser davantage le secteur. On en parlera évidemment ensemble. À ma gauche, Christian Sabac, PDG d'Orchestra. Orchestra, la fameuse plateforme de réservation de voyages qui équipe la plupart des tours opérateurs et des agences online et offline en France. On a malheureusement Erwan Kor qui devait être avec nous de Worldiam et qui, le pauvre, est au fond de son lit. Il est malade. Mais en revanche, on a le plaisir d'accueillir Yvon Peltanche, PDG d'Eden Tour. Eden Tour, c'est un très gros réseau d'agences de voyage dans l'ouest de la France. 25 agences de voyage aujourd'hui et bientôt quelques-unes à venir. Et c'est un réseau qui va fêter ses 25 ans d'existence. C'est, je dirais, l'exemple type finalement. Moi je voulais avoir vraiment un patron d'agence qui nous donne vraiment son sentiment aujourd'hui sur ce que représente la digitalisation dans une agence de voyage, sur les freins, les freins qu'il peut connaître à la fois en interne et en externe, et on verra son témoignage, c'est vraiment intéressant. D'abord j'aimerais qu'on définisse le périmètre finalement, Christian. De quoi parle-t-on quand on parle de digital? C'est finalement très large. C'est extrêmement large, en effet. Et ça ne concerne pas que le online au sens vente en ligne. Ça concerne évidemment cette partie-là, mais ça concerne toutes les relations entre les acteurs, toutes les relations B2B. Et en l'occurrence, elles sont bien plus nombreuses que les relations avec le client final. Oui. Donc il y a bien la relation avec le client final, le fait d'envoyer des offres, le fait de communiquer avec le client final, le fait d'avoir évidemment de pouvoir faire un devis en ligne, de faire de la réservation en ligne, de faire la réservation donc, de manière autonome d'un agent de voyage. Mais ça c'est disons la partie visible. Le reste est beaucoup plus large et en fait c'est toute la relation qu'il y a entre les acteurs, entre un voyagiste et des fournisseurs, entre les fournisseurs et les hôteliers, entre un DMC et les hôteliers, voilà. Et cette partie-là, et c'est une grande partie de la digitalisation qui existe ou pas en l'occurrence, mais le périmètre c'est bien celui-ci. Donc on voit la partie online, mais ce n'est que la partie visible et c'est beaucoup plus large que ça. Les paiements font partie de la digitalisation parce que s'il n'y a pas de paiement en ligne, ça veut dire facture électronique, paiement en ligne ou pas, etc. Ça fait partie aussi de la digitalisation. Donc en fait le champ est extrêmement large et on a l'impression quand il y a des ventes en ligne, on a l'impression qu'on a réglé le problème de digitalisation, alors qu'en fait, il est immense. Il est immense. Et en fait, ça concerne en effet toute une industrie, du client final jusqu'à
le voyageur qui, localement, sur place, est en train de vivre une prestation. C'est toute cette chaîne qu'il faut ou qu'on peut digitaliser et qui est plus ou moins digitalisée depuis des années. Ah, et ça, c'est intéressant. Donc, c'est évidemment un périmètre extrêmement large. Tu l'as dit, Christian, il y a tout ce qui a trait aux relations entre les acteurs. Il y a tout ce qui a trait au Web to Store, puisque maintenant, les agences de voyage essayent d'attirer du monde en agence physique via le web. Donc il y a tout un tas aussi là de stratégies qui sont mises en place. Il y a aussi évidemment tous les outils d'aide à la vente en agence. On pourrait parler des tablettes, des tables tactiles, des totems tactiles. Ça aussi, on voit apparaître ça en agence. Donc il y a beaucoup de choses. Quand on dit Christian, que la digitalisation est un processus complexe, et quand on dit que les agences ont du retard en matière de digitalisation, est-ce que toi qui es un acteur de la techno, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ou pas ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que la partie les agences, et notamment les grands réseaux, ou les grandes agences en ligne, parce que ce n'est pas parce qu'on est une agence en ligne qu'on est digitalisé. Évidemment, le front est digitalisé, mais après, ce qu'il y a derrière ne l'est pas forcément. Ouais. Je dirais que cette partie-là a plutôt fortement évolué. Et quand on compare à d'autres pays, la partie distribution est plutôt digitalisée, je dirais, dans la relation, plutôt, ça ne veut pas dire à 100%, dans la relation avec les clients, pas totalement. L'envoi d'offres, par exemple, n'est pas très digitalisé. Et puis, la relation avec les fournisseurs est plutôt digitalisée. Ouais. Voilà, je dirais que ça a quand même beaucoup évolué. Alors, en effet, en termes de catégorie d'acteurs, quand les acteurs sont plus importants, ça a été plus simple parce qu'il a fallu mettre en place des projets relativement lourds avec une gestion, etc. Donc, c'est plus simple que peut-être la taille intermédiaire dont tu parlais, ou les agences indépendantes. Mais voilà, pour la catégorie, disons, d'agences de réseau ou d'agences en ligne importantes, là, le niveau de digitalisation est important. C'est plus d'autres catégories qui le sont moins, et évidemment tout ce qu'il y a derrière qui est plus ou moins digitalisé. Oui. Yvon Pelletanche, alors toi tu es, je disais, patron d'un réseau d'agences, de quasiment 25 agences aujourd'hui. Quand on parle de digital, pour toi c'est quoi le digital au fond ? Le digital, c'est d'abord une aide à la vente pour nos équipes et pour nos clients. Tu disais, moi j'ai fêté mes 25 ans, donc en fait j'ai une particularité, je suis arrivé il y a 25 ans dans le tourisme sans être issu du tourisme. J'arrive d'un milieu extérieur, et il y a 25 ans quand je suis arrivé dans le tourisme, c'était le début, c'était donc la première agence que j'ai ouverte était en 2000, donc c'était en plein dans le début, dans l'arrivée d'Internet. Et en fait j'ai le souvenir que j'entendais partout autour de moi, ça ne marchera jamais. Voilà, on sait aujourd'hui ce que le digital et ce que le web peut apporter. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revit un petit peu la même chose à travers notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, où en ce qui me concerne, je vais mettre en place l'an prochain pour toutes les équipes commerciales, je vais leur mettre le ChatGPT 4 à disposition pour pouvoir les aider, pour leur apporter une aide technique à la vente. Et autour de moi, j'entends énormément de réticences. Et on me dit régulièrement, par des grands acteurs du tourisme, on me dit ça ne marchera pas, c'est jamais que de la data, ça ne fonctionnera pas. Et j'ai l'impression de revivre le débat d'il y a 25 ans. Moi, pour ma part, j'essaye de faire évoluer la société à travers le digital, en sachant que je reste un artisan du tourisme. Moi, 25 points de vente, ça ne fait pas de moi... Ça ne fait pas de moi un acteur incontournable et que le développement du digital nécessite des ressources quand même importantes. Des ressources, et on va en parler, des ressources internes, des ressources financières, et puis une culture. Et on va en parler de ça aussi, de cette culture digitale qu'on n'a pas forcément. Yvon, si on dit, si quelqu'un te demande si ton réseau est digitalisé aujourd'hui, tu répondrais quoi ? Alors, il est digitalisé comme beaucoup, c'est-à-dire qu'on est capable effectivement de faire des ventes à distance, on est capable d'avoir on a des signatures électroniques, on a plein de choses qui se font à distance. Maintenant, la digitalisation telle qu'on l'entend, on a des vitrines digitalisées, on a pas mal de ressources digitales. Mais j'ai rien inventé. J'ai rien inventé. J'apporte rien de nouveau, si ce n'est d'essayer de me mettre au niveau des meilleurs en étant indépendant. Alors, je suis indépendant sans l'être, j'appartiens à un réseau, mais j'essaye de développer des outils qui vont nous appartenir. D'ailleurs, on peut en parler puisque
Je suis avec mon voisin, on vient de s'équiper d'Orchestra et notre site est équipé d'Orchestra depuis le mois de mai. Oui. Et donc on peut parler effectivement des difficultés pour un réseau comme le mien. Je n'imaginais pas, au-delà des ressources financières, des ressources humaines qui allaient être nécessaires pour pouvoir me mettre au niveau de la technologie qu'eux m'apportent. Oui, bah ça, on va en parler justement. Anne, vous êtes basée en Belgique, on va en reparler, mais avant qu'on parle de Green Tripper, vous avez, vous, cette vision entre la Belgique et la France. Est-ce que, selon vous, de ce que vous connaissez du marché français, est-ce que les agences de voyage, les tours opérateurs vous paraissent en retard sur le sujet du digital, ou est-ce que avec la Belgique, il y a des vraies similitudes finalement? Je pense qu'il y a de vraies similitudes, en effet. Je ne dirais pas qu'on est en retard. Maintenant, on n'est pas très avancé non plus. Nous, chez Green Tripper, on travaille aussi avec énormément de petits acteurs. Je pense chez qui la question se pose un peu plus. C'est pas toujours évident pour eux de savoir comment se digitaliser à différents niveaux. Mais je pense qu'on est plus ou moins au même niveau en Belgique que pour des acteurs français. Ouais. Et est-ce que alors quand vous parlez de on est au même niveau, est-ce que vous voulez dire on est en retard? Voilà, c'est ça le truc. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce que tout le monde est en retard ou pas, selon vous? Je ne pense pas qu'on est en retard parce qu'il existe quand même énormément d'outils déjà aujourd'hui, mais je pense que les acteurs sont encore en train d'apprendre et à découvrir toute une série d'outils qui sont disponibles, mais qu'ils ne connaissent pas encore toujours très bien. En tout cas, moi je parle pour les acteurs avec lesquels on travaille. Mais donc voilà, je pense que la société au niveau secteur du tourisme n'est pas en retard, mais c'est vrai que les acteurs ne connaissent pas toujours tous les outils qui existent et qui peuvent les aider en fait. Oui. Alors justement, on va parler des freins, Yvon. Tu disais très bien, finalement, moi je suis pas issu du tourisme, et puis tu n'es pas issu de la techno non plus. Donc loin de là. Et tu nous dis très bien, voilà, j'ai entamé des relations commerciales, des négociations avec Orchestra. Quand Orchestra te parle, tu comprends quelque chose? Alors, je ne suis pas issu de la techno. En revanche, j'avoue avoir de l'intérêt pour toute la technologie, et c'est quelque chose qui m'intéresse, et donc j'essaye d'anticiper ce que nos équipes pourraient avoir. Je prenais l'exemple tout à l'heure de ChatGPT. Par rapport à Orchestra, je suis adhérent à un réseau que tout le monde connaît qui s'appelle Selectour. Selectour dispose déjà d'un outil qui est d'ailleurs basé sur Orchestra qui s'appelle Saphir. Moi, ce que j'ai voulu, c'était avoir un outil qui soit qu'on puisse être développé aussi bien en B2C qu'en B2B chez moi. Donc, je ne suis pas totalement ignorant dans ce qu'on m'enseigne quand je discute avec Christian sur Orchestra. En revanche, dès qu'effectivement on doit rentrer dans le détail de la technologie, je suis vite un peu perdu, mais bon, je n'ai pas l'impression d'être totalement déconnecté. Ce qui me manque, c'est effectivement des compétences autour de moi, et notamment en termes de ressources humaines, pour pouvoir mettre la technologie d'Orchestra au niveau de ce que moi j'attends. Ah oui, donc ce qui te manque, c'est des ressources internes, et c'est une culture digitale interne que tu n'as pas aujourd'hui. Et je sais par expérience, mes équipes sont comme toutes les équipes dans le tourisme. En fait, le principal frein au changement, c'est le changement lui-même. Et j'ai un exemple, je travaille, c'est dommage, il n'est pas là, Erwan, mais je travaille avec Worldia depuis 10 ans. On va dire ce que c'est que Worldia. Donc Worldia est une technologie qui vous permet d'aller de prendre des réceptifs dans le monde entier sur lesquels vous associez des vols et sur lesquels vous pouvez construire du à la carte avec votre client en direct. Voilà. Et ils ont un outil qui est assez extraordinaire puisque vous pouvez initier un programme avec votre client, vous lui envoyez par mail, le soir le client peut le récupérer, le montrer à sa femme et reprendre le séjour en rajoutant une nuit, en supprimant une nuit, en mettant une journée supplémentaire, en mettant des visites. Et donc le calcul du devis est modifié automatiquement. Et nous, on peut le récupérer le lendemain avec le client. Et donc on a mis ça en place, je crois qu'on a commencé il me semble qu'on a commencé avec eux en 2015. Et entre 2015 et aujourd'hui, on a évidemment démarré avec nos équipes qui ne comprenaient pas qu'on puisse apporter ça. Aujourd'hui, Worldia est le 3e fournisseur chez nous. Oui, donc comme quoi, une fois que... Mais il a fallu
Il a fallu 10 ans pour arriver à 100. Oui, Worldia, c'est du voyage à la carte, mais en temps réel. Donc et dans le même esprit, d'ailleurs, en ce moment, il y a Travel Explorer qui arrive sur le marché. Et donc, j'essaye de l'intégrer également auprès de mes équipes. Et donc, je sais que je vais avoir des difficultés supplémentaires parce qu'il va falloir que j'arrive à faire accepter ce nouvel outil et qui viendra en concurrence du premier. Mais les deux peuvent être compatibles. Il y a quelques différences sur l'un et l'autre produit. Donc, oui, le principal obstacle et le principal frein, c'est effectivement... le changement. C'est le changement, la gestion du changement. Finalement, il n'y a pas de frein financier. On aurait pu se dire, bah oui, la techno, alors coûtait cher, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, mais la techno coûtait cher. C'est un investissement financier important. Pour un réseau comme le tien, c'est un investissement important. C'est pas finalement le frein majeur pour toi? Alors, le frein, il viendrait de moi sur l'aspect financier. Oui, parce que tu es économe. Non, c'est pas que je suis économe. Non, mais l'investissement, il est important. Ah, ça reste un investissement important quand même. Donc, je sais que le pari que je le fais à horizon de 2 ou 3 ans. Oui. C'est-à-dire que quand tu noues un partenariat avec Orchestra, c'est un investissement lourd pour toi. Pour moi, oui, c'est un investissement lourd. Et donc, c'est un pari sur le B2C. Et pour illustrer la difficulté au changement, c'est qu'effectivement, donc le produit Orchestra, on veut le distribuer également en B2B, mais en B2B, je le délivrerai aux équipes. Il sera délivré que quand l'outil sera totalement opérationnel. Parce que je sais que si je devais le délivrer maintenant sur un produit qui n'est pas totalement abouti, je sais que je vais tout de suite rencontrer des freins. Et que les freins que j'ai aujourd'hui, je mettrai de nombreux mois, voire de nombreuses années à abattre ces freins-là. Christian, quand Yvon nous dit le principal frein aujourd'hui en agence, c'est un frein culturel, je dirais, le changement, tu es d'accord? Oui, sûrement. Les grands réseaux ont affronté ça il y a déjà 10 ans, 15 ans, et se sont rendus compte de ces freins. Et depuis, évidemment, font des dizaines, des centaines de millions d'euros avec ces plateformes, mais ont dû notamment résoudre des problématiques liées à la gestion du changement. Quand on parle du online et du offline, évidemment, tout de suite arrive le sujet de la concurrence avec l'agence. Là, si on se met dans le contexte d'un réseau d'agence, donc je suis un réseau d'agence. Alors, ce problème a disparu normalement depuis quelques années, mais à l'origine, puisque tu poses la question sur l'origine de ces problématiques dans les réseaux, quand tu faisais une réservation en ligne, à qui attribuer la réservation en ligne? Si tu l'attribues à personne en particulier, forcément l'agence elle-même était un frein au développement de sa partie online, qui était indispensable puisqu'elle était en concurrence avec les OTA. Donc oui, forcément, comme tout changement, comme tout nouveau processus, comme toute nouvelle plateforme, il y a forcément de la gestion du changement à faire. Mais maintenant les grands réseaux sont parfois à 90-95% digitalisés sur leur réservation. Donc on voit bien qu'en 10 ans, il y a eu quand même beaucoup de travail, 10 ou 12 ans ou 13 ans, disons, le réseau Selectour s'est équipé en 2008. Alors c'est un réseau qui n'a pas forcément donné des instructions extrêmement rigides aux gens, puisque chacun fait un peu ce qu'il veut quand même sur l'utilisation des outils, même s'il y a un incentive pour le faire. Mais d'autres réseaux plus intégrés sont à des taux d'utilisation extrêmement importants et ont compris en effet l'intérêt de cette digitalisation, la productivité que ça apporte, la relation client que ça améliore, etc. Donc oui, quand on intègre vraiment les choses, et du coup le sujet d'Yvon est central, puisque si on n'arrive pas à intégrer ces plateformes dans le fonctionnement, si on n'arrive pas à l'intégrer dans la vie quotidienne des agences, ou d'un réseau d'agences en l'occurrence, ou d'un tour opérateur, quand on est tour opérateur, c'est difficile de se l'approprier et donc de l'utiliser. Oui, forcément, comme toute nouveauté, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, il y a vraiment un sujet autour de ça toujours. Et donc, comment est-ce que j'en tire des bénéfices à titre personnel et collectivement, et comment ça génère donc un usage supérieur. Oui, parce que Yvon le disait très bien, il y a un problème de culture finalement. Alors lui, il s'intéresse naturellement à la techno, mais on connaît beaucoup de patrons d'agences, de dirigeants, de dirigeantes qui ont du mal avec la techno. Évidemment. Du coup, en général, ils ont quand même des équipes, parce que quand un grand réseau de 150, 200, 300, 500 agences, 800 agences, 1300 agences, il y a quand même des équipes
qui sont experts du sujet. Et là où, par exemple, Yvon va demander une aide ou un accompagnement sur des sujets, ces réseaux-là ne souhaitent surtout pas, parce qu'elles souhaitent eux-mêmes gérer de manière autonome un certain nombre de sujets pour se différencier. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, chaque réseau, chaque client va avoir sur l'aspect accompagnement des besoins assez différents, et les réseaux qui sont moins équipés vont avoir un besoin additionnel d'accompagnement. Ouais, ouais. Alors malheureusement, Erwan, je disais, n'était pas là. Hein. Tu en parlais, Yvon, Erwan Corr, qui est l'un des fondateurs de Worldia. Et c'est dommage parce qu'il avait fait une étude en 2021 auprès de ces 581 agences qui alors utilisaient Worldia. Et ça montrait qu'une agence sur deux se disait satisfaite de sa stratégie digitale. Une agence sur deux. Alors, on peut prendre le verre à moitié plein, se dire, bon, voilà, une agence sur deux est satisfaite. Et puis, on peut prendre le verre à moitié vide aussi et se dire, il y a quand même 50% d'insatisfaits. Toi, tu te situerais où aujourd'hui? Est-ce que tu dirais que ta stratégie digitale est satisfaisante ou pas? Alors, j'ai envie de différencier. Il y a la stratégie digitale qui est du B2C, qui s'adresse aux clients directs. Ouais. Et la stratégie digitale qui est en B2B, qui pour moi, tout le digital doit être une aide à la vente au niveau de nos équipes. Moi, je pense qu'il faut avoir conscience vous vous rendez compte qu'un conseiller voyage qui débarque dans le métier, même s'il a 2 ans d'expérience, il se retrouve devant un client qui a un projet pour partir en Tanzanie à 25 000 €. Quelqu'un vous avez des fois des gens de voyage qui ont faut bien commencer, et qui ont 3 mois d'expérience, ou même 2 ans d'expérience. La difficulté que ça génère, de vous retrouver d'un client que vous avez à 10 h le matin qui veut partir en Tanzanie, à midi vous avez quelqu'un qui va faire un circuit privé au Vietnam, à 14 h vous avez quelqu'un qui va aller faire une croisière autour du monde, et puis à 16 h vous avez quelqu'un qui veut faire un séjour au Club Med. Et pour traiter tous ces cas-là, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui débute ou qui a peu d'expérience et qui doit pourtant être un hyper professionnel de toutes ces destinations, parce que lui, le client qui est en face, toutes ces destinations, il les a déjà travaillées, il a déjà tous les renseignements grâce au digital. Et donc, notre concurrence, c'est avant tout le digital dont le client a... Le client lui-même. Voilà. Donc, les difficultés sont juste énormes. Et j'en reviens, je disais tout à l'heure, moi, je me dis qu'aujourd'hui, si je suis capable de mettre à disposition de tous mes agents de voyage, de leur mettre ChatGPT-4 et de les former à ça, notamment sur la partie prompt, je me dis que quand il y a un client qui sera en face de lui, avec quelqu'un avec 2 ans d'expérience, et que le client il a un dossier à 25 000 € sur la Tanzanie, eh bien, s'il sait se servir de ChatGPT-4, je pense qu'il sera capable d'apporter des réponses aux clients qui seront beaucoup plus pertinentes et qu'on l'aidera grâce au digital. Dans le digital, moi, j'englobe le tout, finalement. Oui, tout à fait. On sent en tout cas que la profession n'a pas envie de rater ce virage de l'intelligence artificielle. Hein. On sent une prise de conscience peut-être plus tôt qu'au moment où Internet s'est développé, est arrivé. Natacha, on va parler de Green Tripper, sachant que Green Tripper est inclus aussi dans un programme qui a été mis en place par Amadeus, un programme qui s'appelle Travel for Impact. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'est ce programme Travel for Impact et quel est le lien justement avec la digitalisation? On va en parler. Alors, Travel for Impact, c'est Alors, en effet... très près le micro, voilà. Vous m'entendez mieux? Voilà, parfait. Donc, Travel for Impact, c'est une initiative en effet d'Amadeus en collaboration avec l'université IE, qui est une université espagnole. Et donc, ils accompagnent les startups et les PME dans le secteur du tourisme qui sont déjà convaincus que la durabilité de l'environnement et social est essentielle, mais qui sont bloqués parce qu'ils ne savent pas par où commencer, ou peut-être qu'ils font déjà quelque chose aujourd'hui, mais ils veulent aller plus loin. Et donc, ils leur aident en donnant des formations sur des thématiques comme la durabilité et la digitalisation d'un côté. Et de l'autre côté, ils vont alors créer aussi un réseau international avec des entreprises qui partagent les mêmes valeurs. Pourquoi durabilité et digitalisation, Anne? Quel est le lien entre les deux? Le lien est assez étroit, Ouais. parce que justement, pour faciliter l'accès à des voyages plus durables, la digitalisation est un des outils principaux. Donc nous, la base Green Tripper, c'est justement un calcul d'empreinte carbone qui va permettre de calculer l'empreinte de tous les aspects d'un voyage, que ce soit
tous les types de transports, les hébergements, les activités, l'alimentation, etc. Et donc, en fait, si chacun devait calculer sur un coin de table l'impact de son voyage, je pense qu'on ne le ferait pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est une information qui commence à être obligatoire, à être transmise aux voyageurs. Et donc, justement, le fait de pouvoir petit à petit s'intégrer dans différents systèmes de digitalisation qui sont utilisés par les agents de voyage et les tour opérateurs est extrêmement important aussi pour sensibiliser et pour aider à l'information au niveau environnement. Oui, c'est ça. Le développement, en tout cas, de cette thématique environnementale passe forcément par la digitalisation. Ça veut dire que votre outil, Green Tripper, est capable de s'intégrer dans les outils de réservation des agences de voyage, des tour opérateurs, quel que soit le système. C'est le cas aujourd'hui ? Oui, c'est le cas aujourd'hui. Donc, on peut travailler avec différents systèmes, en effet. Le but, c'est qu'on puisse répondre justement à la demande de toutes les réalités. Oui. Alors, on a évidemment des solutions hors digitalisation, oui. parce qu'on en parlait, on a encore des petits acteurs qui ne sont pas encore familiarisés avec les outils et qui travaillent encore très manuellement. Mais donc on a développé et on continue à développer de nouveaux systèmes pour répondre à un maximum à la réponse de différentes réalités et différents budgets. Ça veut dire, Anne, très concrètement, je suis agent de voyage chez Edentour, je veux réserver un vol sec. Est-ce que quand je vais sur ma plateforme de réservation, est-ce que pourra s'inscrire l'empreinte carbone du vol que je peux choisir, ou si je réserve un forfait, alors via un tour opérateur, là aussi, est-ce que Green Tripper pourra me donner l'empreinte carbone de ce... Oui, tout à fait. On peut même aller plus loin. Donc on peut donner l'empreinte carbone du voyage, des différents aspects du voyage. En général, on va prendre en premier lieu l'impact de l'aviation, mais on peut prendre tous les autres aspects en considération. Mais on peut aussi intégrer la possibilité de donner la possibilité aux voyageurs de choisir une contribution carbone. Donc on reçoit d'office le calcul d'empreinte carbone, mais on peut aussi décider de soutenir un projet pour le climat pour contribuer à la neutralité globale. Ah oui, c'est ça. Il y a cette double utilité-là. Hein. Ça, c'est important. On disait que vous faisiez partie de ce programme Travel for Impact d'Amadeus. Est-ce que ça veut dire que vous êtes présente aussi sur les outils d'Amadeus ou pas ? Oui, donc en effet, donc ils utilisent déjà aujourd'hui nos données, surtout pour les calculs de l'empreinte carbone des trains. Et nous serons aussi intégrés pour aller plus loin, en fait, pour aller au-delà et aussi devenir un partenaire de contribution. Ça pourrait être fait quand, Anne ou Natacha ? D'ici quelques mois. D'ici quelques mois. C'est prévu en 2025. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes, Anne, en train de prospecter en France. Vous allez voir quelqu'un comme Yvon, par exemple, et vous lui dites, voilà, voilà ce que je propose. Est-ce que ça peut vous intéresser ? Yvon, typiquement, toi qui es un réseau de l'Ouest, est-ce que ça peut t'intéresser, ce type de j'ai pas eu le temps d'en discuter avec elle, mais c'est, en fait, on utilise déjà votre site pour aller calculer nos déplacements notamment, on l'utilise comme ça. Oui, vous l'utilisez comme ça. Mais sauf que ce serait bien que ce soit intégré. Hein, c'est ça le truc. Hein. L'idée, c'est de pouvoir automatiser finalement tout ça. Dès que j'aurai absorbé le développement d'Orchestrant, je me mets aussitôt après sur... Donc je pense je serai à la retraite quand je serai prêt. Non, mais justement, je profite de ce moment pour prendre contact et je pense c'est des développements qu'on aura très rapidement. Oui. Sur les salons, là, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées qui permettent d'apporter les vrais plus aux clients et au personnel et aux équipes. Pour moi, les deux sont liés. Et là, Yvon, l'idée, c'est évidemment d'être proactif parce que est-ce que vos clients vous réclament le calcul de l'empreinte carbone spontanément ? Alors,
Sincèrement, je pense pas. Je dis je pense pas parce qu'il y a longtemps que les clients m'ont pas vu. Et c'est mieux comme ça d'ailleurs. Oui, mais enfin, les retours que tu as de tes agents de voyage. Je suis pas en contact direct évidemment avec les clients, mais non, c'est quelque chose auquel nous, on a déjà une sensibilité depuis maintenant 2 ans. J'ai des équipes qui ont une grande sensibilité sur la RSE, sur l'empreinte carbone. Mes équipes m'ont calculé mon empreinte carbone d'ailleurs récemment et j'ai fait peur à tout le monde. Voilà, bon après... En tout cas, ça veut dire que ça peut avoir aussi une utilité interne. Mais c'est quelque chose qu'on mettra très vite en place. Oui, d'accord. Christian, on parlait du coût de la techno. Aujourd'hui, ça reste un sujet, le coût de la techno, pour des agences de voyage ou des tours opérateurs. Ça reste un sujet, le coût reste un sujet pour tout le monde. Un peu trop peut-être. Oui, mais on dit que la techno est quand même maintenant facilement accessible. Oui, bien sûr, beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. Maintenant, dans le coût de la techno, il y a 2 choses. Il y a si à un moment donné elle est utilisée, ça change tout. Si elle est peu utilisée, c'est trop cher. Si elle est très utilisée, c'est pas très cher. En revanche, pour qu'elle soit très utilisée, la techno ne suffit pas. Donc c'est un peu le problème, c'est-à-dire le coût de la techno. Moi j'ai eu des discussions avec un tour opérateur à un moment donné il y a quelques années qui voulait absolument faire un site web et qui trouvait qu'un certain budget était trop cher. J'ai dit mais le problème c'est qu'il faut mettre 2, 3, 4, 5, 10, 15 fois plus pour avoir une équipe et puis pour faire venir du trafic, etc., etc. Donc si tu considères que déjà ça c'est trop cher, comment tu vas faire pour avoir des volumes? Alors au bout de quelques années, il y a des volumes qui passent maintenant. Bon, je ne sais pas comment, par miracle. Non mais il s'est équipé depuis. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, ok, on peut insister là-dessus, dire c'est trop cher, etc. Bon, faut bien payer les ingénieurs. À un moment donné, oui, mais si ça marche et c'est utilisé, c'est pas si cher si tu le rapportes au volume, et si tu l'utilises pas, c'est toujours trop cher. Voilà. Mais le miracle, l'idée selon laquelle je vais mettre ça et puis ça va fonctionner tout seul, parce que dans les agences tout de suite on va se ruer sur une plateforme et l'utiliser à 80%, et puis sur le site internet subitement les clients vont par miracle arriver et puis réserver en ligne, non, ça c'est pas vrai. Donc il faut des équipes internes pour s'en occuper, et 2, il faut aussi faire venir du trafic. Si c'est du online, par exemple, on a dit que ce n'est qu'une partie de la digitalisation, mais il faut bien que les clients arrivent, ils vont pas venir par miracle. Fais une recherche sur Google, c'est pas le site d'un réseau de taille moyenne qui va ressortir, même d'un grand, c'est pas évident. Donc de toute façon il y a quelques places, elles sont tout de suite trustées par quelqu'un d'autre. Donc tout ça fait que en fait le budget que tu vas mettre ne suffit pas, donc il faut mettre plus et essayer en effet de rentrer dans une ère où ça va être productif et ça va générer des volumes et des économies, etc. ou du revenu additionnel. Et là, à ce moment-là, ça devient très abordable. Mais tant que tu n'as pas fait toutes ces étapes, tu peux toujours trouver que c'est trop cher. Si tu le fais et que tu recrutes quelqu'un et que tu ne lui donnes pas de budget pour faire venir des clients, par exemple pour le online, voilà, tu vas dire j'ai la technologie, j'ai une équipe, mais ils n'ont aucun moyen. Donc du coup, ça sera encore plus cher et ça servira ça sera encore pire. Donc voilà, c'est tout ce raisonnement qu'il faut faire. Et donc la réponse à ta question, ça n'est pas cher si c'est utilisé. Donc ça veut dire derrière de la formation, évidemment. Des gens compétents, et c'est pas évident sur la digitalisation, sur le online, sur la gestion du changement, c'est pas évident de trouver, ça court pas les rues. Sur le digital online, par exemple, peu de gens aujourd'hui sont compétents sur la façon de faire venir un trafic sans payer 6, 7, 8% du montant du booking. Et si c'est 6, 7, 8, 9, 10%, du coup c'est moins rentable, c'est pas du tout rentable, et du coup on arrête de le faire. Donc oui, ces compétences sont pas banalisées. Donc comment j'ajoute à la technologie des compétences, de la gestion du changement, pour que ça soit très utilisé et pour qu'à ce moment-là, je rentre dans un cercle vertueux. Mais ça tombe pas du ciel. Oui, ça tombe pas du ciel. Voilà. Yvan parlait d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être un accélérateur de la digitalisation des acteurs du tourisme? Ça peut être principalement sur 2 aspects. Tu as la relation client qui peut en effet... l'IA peut aider dans certains éléments de la relation client. Et puis tu as autre chose dont on parle beaucoup moins, parce que c'est beaucoup moins, ça brille moins, c'est toute la digitalisation backstage, je dirais. Voilà, toute cette partie-là backstage, de chargement de données,
le sujet d'Yvon dont il n'a pas encore parlé, mais il l'a en tête, de critérisation, etc. Tout ce qui est fait backstage, donc des éléments de productivité peuvent être apportés par l'IA. Bon, on en parle moins parce qu'on montre des choses qui sont online, où on pose une question et ça répond, etc. Bon, ça brille plus. Mais en fait, le principal, je crois, de l'usage sera à un moment donné sur la productivité et la partie cachée des plateformes ou de n'importe ou du monde informatique en général. Cette partie cachée, elle est quand même beaucoup plus complexe et elle est source de productivité à venir, beaucoup plus importante, même s'il y a déjà des choses très productives qui sont faites en backstage. On peut faire beaucoup plus et là, ça peut aller beaucoup plus loin et l'intelligence artificielle peut aider à faire ça. Oui, donc toi, tu dis c'est en tout cas l'un des chemins qui reste à parcourir, le backstage, tout ce qui concerne la data, c'est évidemment capital. Yvon, critérisation, c'est quoi? C'est la partie cachée d'Orchestra. Mais en fait, la critérisation, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Christian. En fait, Orchestra nous développe un produit sur lequel on récupère des flux et les flux doivent être critérisés. J'ai bon. Oui, en fait, chaque distributeur veut après développer un site web et puis permettre à son client de rechercher selon des critères. Ce ne sont pas juste des critères de type prix, date de départ, date de départ, ville de départ, durée, qui sont des critères dans le système déjà. Mais voilà, selon ta typologie de client, selon les thématiques que tu veux mettre en avant, etc. etc. Et là, en général, chacun veut faire ce qu'il veut et c'est possible. Bah, après, quand tu n'as pas envie d'y passer du temps ou que tu n'as pas des équipes pour le faire, bah, tu te dis pourquoi ça n'arrive pas dans le produit. Donc c'est là où je disais qu'en fonction de la taille des acteurs, etc., tu peux avoir des besoins différents d'accompagnement ou de contenu qu'on s'attend à avoir ou pas. Et donc ça, l'intelligence artificielle peut aider. Ça, c'est un élément un peu de productivité backstage. L'intelligence artificielle peut aider à apporter des réponses à ça. Il y a, par exemple, dans la connectivité hôtelière, qui est aujourd'hui encore un champ de digitalisation à venir, évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir se connecter à un système hôtelier, à l'inventaire hôtelier entre le tour opérateur et l'hôtel. Mais en attendant ou en parallèle, il y a des systèmes qui permettent de prendre une grille ou un contrat hôtelier, par exemple, de 6 pages en PDF avec des trucs incompréhensibles, avec des règles sur le 4e enfant en chambre triple, et qui sont capables de loader des données dans des systèmes. On peut se dire c'est un peu couillon parce qu'il suffit de se connecter, sauf que tout ça prend du temps. Et ce fameux contrat qui est incompréhensible avec des petites mentions, qui prend 2 heures à loader, et un système peut le loader en 10 secondes. Bon, pourrait avoir des erreurs dedans, mais l'humain aussi pourrait faire des erreurs. Donc tout ça, ce sont des éléments de productivité, disons, backstage, qui sont intéressants. Et l'IA peut aider à ça aussi, en plus de la relation client, bien sûr. On parlait de Web to Store, Yvon. Est-ce que toi, tu fais du Web to Store? Est-ce que tu arrives à aller chercher, toi, agence physique, tu arrives à aller chercher des clients sur le net pour les ramener dans tes boutiques? Je connais les tendances du marché. De façon générale, d'abord parce que j'ai un rôle aux EDV, donc j'ai aussi accès au baromètre Orchestra qu'on a tous les mois sur l'état des ventes. Je sais qu'on est nous sur une progression encore en 2024 qui est bien au-delà du marché, et je reste convaincu que si on a cette progression qui reste encore à 2 chiffres chez nous, après une année quand même 2023 qui a été exceptionnelle, je reste convaincu que c'est aussi le développement qu'on a à côté, et notamment sur la part, autant on ne maîtrise pas encore le B2C, autant la partie Web to Store, je pense qu'on a déjà des premiers retours qui sont liés à ça. Difficilement quantifiables et chiffrables, mais oui, je pense qu'on a des premiers retours. Comment tu fais là? Tu passes par le réseau Selectour ou c'est toi qui Non, on pilote tout. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passé avec le système d'Orchestra. Je voulais être capable de tout maîtriser, en fait, l'ensemble de ma communication, parce que toutes mes agences ne sont pas Selectour. J'appartiens au réseau Selectour, mais toutes les agences ne sont pas labellisées Selectour. Donc en fait, moi j'ai fait le choix de pouvoir maîtriser la totalité de ma communication. Ok. Donc aujourd'hui, ça veut dire que tu as un site internet, ça veut dire que tu as des actions sur les réseaux sociaux.
Oui, on a un gros travail, effectivement, il y a déjà un petit moment. La difficulté face au développement, c'est comme on le disait tout à l'heure, donc on est équipé du site avec le système Orchestra depuis maintenant le mois de mai. Mais effectivement, ce que je n'avais pas envisagé dans un premier temps, c'est les ressources humaines que ça allait nécessiter. Ouais. Donc on s'est retrouvé, là j'ai embauché quelqu'un, une personne supplémentaire à la communication. Là on va embaucher quelqu'un qui va s'occuper que du digital. Donc en fait c'est plutôt un profil de développeur. Et c'est vrai que je me fais aider par... Christian m'a donné d'ailleurs un bon contact hier pour pouvoir m'assister là-dessus, mais il y a un travail colossal. On a parlé tout à l'heure de critérisation. Vendredi matin, j'ai un rendez-vous avec une école qui va mettre 10 stagiaires à notre disposition pour pouvoir critériser les produits. Et la critérisation, c'est que je ne me trompe pas, Christian, c'est 120 000 produits que vous mettez à ma disposition, à peu près. Tu ne vas pas tous les mettre en ligne, c'est plutôt 15-20 000 que tu vas mettre en ligne. Mais si je voulais en avoir 120 000, je pourrais en avoir 120 000. Oui, mais voilà, je crois qu'il y a plein qui ne sont pas référencés chez toi, mais c'est même 15-20 000. Et puis il y a des mises à jour constamment, des nouveaux produits qui arrivent. Donc à part au-delà de l'effort initial, tu as des efforts. C'est intéressant. C'est intéressant de façon concrète. Là, avec la directrice commerciale chez moi, on s'est réunis la semaine dernière et on se dit on va lancer une opération pour les vacances de la Toussaint. Et donc, en fait, elle me dit, j'ai besoin de trouver tous les hôtels qui disposent d'une piscine couverte. Et ben, ce petit exemple, parce qu'évidemment, la communication, on va l'avoir à travers nos clients, en B2C, en B2B. Et donc, c'est d'aller chercher tous les hôtels qui ont une piscine couverte. Et quand tu as, même s'il dit qu'il y en a 15 000, c'est 15 000 produits à critériser. Ce qui veut dire que voilà, quand on met un doigt dans le digital, forcément, ça veut dire c'est la première fois que tu vas recruter quelqu'un qui est à 100%. La grosse difficulté, c'est qu'en fait, moi j'essaie d'être pragmatique. Tu me connais bien, je crois. Et je me dis que j'ai d'abord, avant tout, besoin de quelqu'un qui maîtrise les produits touristiques. Parce que qui mieux qu'un agent de voyage connaît les hôtels. Donc j'ai besoin d'avoir des ressources humaines qui maîtrisent le produit touristique. Et à côté, j'ai besoin d'avoir des développeurs qui vont pouvoir être le lien. Sauf que moi, je reste... Ce sont des nouveaux profils. 25 points de vente, on est 75 salariés, je reste une PME. Et donc, quand je recrute quelqu'un dans le digital... Je peux te dire que je n'ai pas intérêt à me tromper sur le profil que je vais recruter. Bien sûr. Parce que j'en ai pas 10. Quand on a 10, tu peux te tromper sur 2. Quand on a qu'un, il vaut mieux pas te tromper. Évidemment. Voilà. Il nous reste 3 minutes, 4 minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Je peux passer vous voir avec un micro et nos intervenants vont répondre à vos questions. Dites-moi, levez la main. Là-bas, monsieur. Allez. Alors bonjour à tous, moi c'était pas trop une question mais c'était plus par rapport à ce que Yvon avait dit de donner des critères finalement parmi de plus de 15 000 hôtels. C'est assez compliqué effectivement pour un humain, ça va prendre énormément de temps même s'il y a 10 personnes dessus, ça va prendre des semaines, des mois et finalement ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle plus des outils d'automatisation, c'est par exemple utiliser un logiciel comme Make qui va permettre en fait finalement d'aller sur chaque site internet d'hôtel, catégoriser, voir sur le site internet s'il y a le mot-clé par exemple piscine non couverte ou piscine couverte pour au final, après avec des conditions, envoyer l'hôtel, le site internet dans un fichier CRM spécifique en fonction des différents critères. Voilà tout ce que je voulais dire. Bon, il y a des solutions qui existent pour aller plus vite. Qui veut prendre la parole? Là-bas, madame. Allez-y. Bonjour à tous et merci pour cet échange. Parlez bien tout près du micro. Pardon. Du coup, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une tendance aussi où les clients ont envie de se rapprocher humainement, d'avoir un contact humain avec leurs agents de voyage, avec les agents. Donc il y a du B2C aussi qui a tendance à se développer dans le numérique. Vous, comment est-ce que vous développez de manière digitale votre contact vraiment entre les agences et le client final, les voyageurs? Est-ce que tu as entendu la question? On n'entend pas très bien pour tout te dire. Ah oui. On a un retour qui est assez mauvais. Ah oui, du coup, il y a pas... Plus fort, plus fort. Là, c'est bon?
Oui, plus fort. La question, c'est comment on développe Comment est-ce que vous développez, aussi de manière numérique, votre relation avec les clients, donc le côté plutôt B2C? Parce que les clients aujourd'hui, ils s'inspirent sur Instagram. Ça reste un sujet qui est toujours délicat à aborder parce que naturellement, quand vous dites à un agent de voyage que vous allez développer du B2C, donc en fait la crainte de l'agent de voyage, c'est que vous développez du B2C pour travailler son client en direct. Donc en fait, ma priorité, elle est de rassurer d'abord toutes nos équipes en leur disant que moi, on n'est pas là pour opposer du B2C et du B2B. Moi, je suis convaincu que le Web to Store est la meilleure illustration. Moi, mon projet d'apporter de la technologie et du digital, c'est pas pour avoir j'ai pas de vision à long terme pour devenir un acteur de l'agence en ligne. Moi, je serai jamais une agence en ligne. En revanche, je veux apporter pour les clients comme pour mes équipes, je veux leur apporter de l'aide technologique, c'est tout. Et donc, en fait, ma priorité est de rassurer dans un premier temps. Rassurer, donc le digital pour rassurer. Anne, vous avez déjà des clients français qui ont pris votre solution? Oui, tout à fait. On travaille avec différents acteurs ici en France, des croisiéristes, entre autres. Maintenant, je réfléchis. Oui, on a intégré notre API dans un système de réservation. Et sinon, on travaille aussi avec d'autres acteurs un peu plus petits. D'accord. En tout cas, bientôt, vous, avec Eden Tour. Voilà. Demain, voilà. Demain, vous annoncerez quelque chose. Avec plaisir. On est très en retard. Un grand merci à vous quatre. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 6 minutes pour la prochaine. Merci à nos intervenants.